Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu nombreux pour participer à ce premier webinaire donc organisé dans le cadre du dispositif Les Générateurs. Donc, webinaire qui s'intitule « Connaître les enjeux du territoire pour agir et développer l'éolien et le solaire photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine ». Donc, je suis Romain Arroy, le directeur de l'ALEC, et je suis accompagné de ma collègue Tigref, donc coordinatrice de projet communication à l'ALEC, pour animer ce webinaire, et Sébastien Durand, responsable du développement des ENR et conseiller les générateurs pour le département de la Gironde. Donc l'ALEC, qui au même titre que le CRER et Sirena fait partie du groupement d'animateurs du dispositif Les Générateurs sur la région Nouvelle-Aquitaine, et qui donc co-organise cette web-série. Donc, cette web-série, elle a été pensée pour apporter, donc, dans le cadre de ce dispositif, au fil de l'eau, un certain nombre d'éléments de connaissances et de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Il s'agit aujourd'hui du premier épisode, qui sera suivi par d'autres webinaires qu'on a déjà planifiés sur la fin de l'année, et également sur l'année 2023. Donc, il y a 2 épisodes qui sont d'ores et déjà prévus sur novembre et décembre. Donc, le prochain, la date a été fixée là très récemment, ce sera le 18 novembre. Et on fixera prochainement la date pour le mois de décembre. Chacun de ces 2 prochains webinaires étant dédié spécifiquement à chacune des 2 filières. Donc, dans un premier temps, sur le mois de novembre, sur la filière solaire photovoltaïque, et puis au mois de décembre sur l'éolien. Donc, avant de démarrer, un petit rappel sur le déroulé de ce webinaire et quelques règles de fonctionnement. Donc, nous aurons un premier temps d'intervention qui va durer 40-45 minutes, selon le programme qui vous avait été envoyé, et je remercie dès à présent l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine, l'AREC et l'ADI Nouvelle-Aquitaine pour leurs interventions. Et dans un deuxième temps, donc d'une vingtaine de minutes, ce sera l'occasion de prendre vos questions. Vous avez également la possibilité de les indiquer par écrit dans le chat tout au long des présentations, et nous y répondrons à la fin. Vous avez également plusieurs à nous indiquer des sujets ou des questions lors des inscriptions, puisqu'il y avait effectivement une rubrique qui était dédiée à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des sujets qui sont assez vastes. Il y a d'autres webinaires qui vont suivre. Donc, tout ne pourra pas être abordé, en tout cas lors de ce premier webinaire, qui est plutôt consacré aux enjeux de façon un peu plus générale. Mais ça nous permettra, en tout cas, merci pour ces contributions qui nous permettent en tout cas de préparer les futurs webinaires. Je propose de démarrer. Donc, l'objectif de ce premier webinaire, c'est d'apporter des éléments de compréhension sur les enjeux sur les 2 filières solaire photovoltaïque et éolien en Nouvelle-Aquitaine, et en quoi le dispositif Les Générateurs peut être un appui dans vos démarches de développement de ces ENR. Donc, nous aurons sur ce premier temps 4 temps d'intervention. Dans un premier temps, Éric Aufort et Julien Jiménez pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui repréciseront les contextes nationaux et régionaux liés au développement des filières éoliens et solaires photovoltaïques et la mise en place du dispositif. Ensuite, Raphaël Bunalès de l'AREC apportera quelques éléments chiffrés et éclairants sur le développement de ces 2 filières en région Nouvelle-Aquitaine. J'interviendrai ensuite pour dresser un panorama général des démarches et outils en lien avec la planification énergétique. Et puis enfin, Léo Bonamy, pour l'ADI Nouvelle-Aquitaine, nous parlera des impacts économiques et des bénéfices sur les territoires liés au développement de ces 2 filières. Je passe donc la main à Éric pour l'ADEME, et puis ensuite Julien Jiménez pour la région, pour quelques mots d'introduction et de cadrage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Aufort, je coordonne le pôle transition énergétique à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Donc, juste quelques mots. D'abord, remercier l'ALEC, Sirena et le CRER, qui sont en fait les générateurs en région Nouvelle-Aquitaine. Alors, que sont les générateurs? Pourquoi on a créé les générateurs? Que sont les générateurs? Tout simplement, c'est une initiative nationale qui vient à la fois des ministères, de l'ADEME, mais aussi des fédérations professionnelles, pour accompagner, tout simplement. Il nous a semblé important de pouvoir accompagner les collectivités locales dans leurs relations fréquentes et parfois pas toujours très simples avec les porteurs de projets photovoltaïques et éoliens. En Nouvelle-Aquitaine, on a la chance que la région Nouvelle-Aquitaine nous a rejoints, donc quelque part, on a une force de frappe assez importante à raison de cela.
Alors, pourquoi vous accompagner? Ben, je pense que vous le savez mieux que moi en tant que collectivité. Je crois que vous avez aujourd'hui un certain nombre de sollicitations de porteurs de projets photovoltaïques et éoliens. Et entre les résistances diverses et variées, les questionnements scientifiques qu'il peut y avoir, la tâche, elle n'est pas forcément facile pour vous. Et ça, c'est le rôle de l'accompagnement. Alors, il faut bien voir que la tâche soit pas facile, c'est un peu normal, parce qu'on est au niveau de la production d'électricité face à un contexte qui va évoluer, enfin évolue très rapidement. Jusqu'à maintenant, l'électricité a été produite de façon centralisée par des énergies thermiques ou nucléaires. Et ce qu'on voit, c'est que dans le contexte 2050, neutralité carbone, on ne peut absolument pas continuer sur cette énergie de façon centralisée et que la production d'énergie électrique décentralisée, que ce soit via des parcs photovoltaïques ou via des parcs éoliens, est complètement indispensable. Donc concrètement, dans les années qui viennent, il y aura nécessairement, si on veut de l'électricité, on en voudra de plus en plus, dans le cadre de la décarbonation, il y aura nécessairement des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques à proximité d'un certain nombre d'habitations. Donc ça, c'est un enjeu important. Par contre, derrière ça, bien sûr, il y a des problèmes. C'est bien pour ça qu'il y a des résistances aujourd'hui. Déjà, il y a l'acceptation. Hein. Aujourd'hui, l'électricité a été fabriquée loin, on ne la voyait pas, fait tomber naturellement dans chaque domicile ou chez chaque industriel sans qu'on voit trop sa production. Deuxième raison, c'est tout simplement que on voit quelque chose du coup, et puis également qu'il y a, donc c'est l'acceptabilité sociale, mais il y a aussi l'acceptabilité du point de vue de la gestion des sols. Il y a effectivement des problèmes techniques qui peuvent se poser. Les sols, c'est précieux, on compte beaucoup sur les sols aussi pour la décarbonation, pour la captation du carbone, donc quelque part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les sols, et on ne peut pas implanter tout et n'importe quoi, n'importe où. Et donc, quelque part, ce sont ces contraintes à la fois d'acceptabilité sociale et technique qui font que le schéma n'est pas facile, d'autant plus qu'on change de paradigme, puisque, comme je vous dis, il nous faut produire cette électricité décentralisée et on a besoin de parcs éoliens et de parcs photovoltaïques. On n'y arrivera pas aussi uniquement par du photovoltaïque sur chaque maison. On a besoin, dans le cadre de l'électrification, de parcs. Donc, il y a lieu de réguler tout ça. C'est ce que fait la réglementation. Il y a lieu, elle tâtonne aussi, hein, j'en ai conscience. Il y a lieu d'aller vite aussi, puisqu'on a une échéance, c'est 2050. Donc, il y a une certaine complexité. Et donc, c'est pour ça, la réglementation évolue, l'acceptation évolue. Et je crois que le rôle des générateurs, c'est tout simplement de vous aider à mesure à évoluer dans ce paysage qui a tendance à évoluer légèrement à mesure, et puis qui est aussi complexe réglementairement et également au niveau de l'acceptation. Donc c'est tout simplement ça. Donc je vais laisser la parole à Julien, je pense, au niveau de la région. J'en ai pas plus à dire, si ce n'est à remercier quand même de votre participation, et puis également aussi l'ALEC, le CRER et Sirena, qui évoluent quand même dans un contexte un petit peu difficile. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Bien, merci Eric. Effectivement, côté région, on a souhaité accompagner la démarche portée par l'ADEME au niveau national pour essayer effectivement d'accompagner vos réflexions au sein des collectivités dans le cadre du développement de l'électricité renouvelable. Il y avait juste effectivement pour compléter peut-être une partie, parce qu'Eric a dit beaucoup de choses et très bien, c'était plutôt aujourd'hui un enjeu, on va dire, d'accélération qu'il y a. Effectivement, il y a beaucoup de scénarios qui ont été réalisés par l'ADEME, par RTE, qui effectivement planifie le développement, la décarbonation. Et comme le disait Eric, la décarbonation passera par une grande partie de l'électrification des usages, donc un besoin en électricité grandissant. Le souci, c'est qu'on avait à peu près 15 ans pour réaliser cette électrification un peu des usages. Et que globalement, la guerre en Ukraine, les enjeux effectivement post-Covid vont accélérer l'ensemble de cette décarbonation et de cette électrification. On voit bien aujourd'hui qu'on regarde notre dépendance effectivement d'une partie du gaz, il va falloir se retourner vers une partie de l'électricité et qu'aujourd'hui, il va falloir accélérer cette production d'électricité renouvelable. Sachant d'autant plus que on le voit, et je pense que dans vos territoires, vous êtes tous confrontés à la même problématique, et même en tant que collectivité, c'est l'augmentation plus que conséquente du prix de l'électricité à ce jour. Et au regard, on va dire, des efforts réalisés au niveau national, européen, le prix de l'électricité va perdurer et va rester élevé pendant quelques années. Et ça, globalement, ça va à la fois impacter les budgets des collectivités, donc votre capacité à un moment à investir, mais ça va aussi impacter très fortement nos entreprises. On le voit dès à présent, elles sont assez peu couvertes par le bouclier tarifaire et elles se retrouvent aujourd'hui un peu coincées entre une explosion des prix des matières, une explosion du prix de l'électricité et on va dire une concurrence qu'il y a à l'échelle mondiale. Donc il y a vraiment aujourd'hui un sens. Enfin, on a besoin de retrouver un sens au développement de l'électricité renouvelable dans nos territoires pour pouvoir effectivement l'apporter à la fois
alors aujourd'hui aux entreprises et à notre développement économique pour qu'elles puissent avoir une électricité renouvelable, durable, effectivement, avec un prix compétitif sur le long terme. Et à côté de ça, effectivement, pour pouvoir soutenir, on va dire, notre développement économique. Donc, il y a vraiment un lien aujourd'hui très, très fort entre ce que vont pouvoir faire les territoires et faire émerger comme production d'électricité renouvelable et l'enjeu pour nos entreprises. Alors, les choses évoluent très vite, hein, on le voit, et Eric l'évoquait, il y a des réflexions au niveau européen sur la problématique de l'énergie, il y a effectivement ça va bouger, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir qu'on développe massivement les énergies renouvelables et notamment l'électricité renouvelable à l'échelle de nos territoires. Alors naturellement, il ne faut pas le faire n'importe comment et c'est pour ça que la région et l'ADEME ont souhaité effectivement mettre en place on va dire les générateurs à travers effectivement le CRER, l'ALEC et Sirena pour pouvoir vous accompagner. Ce qui nous paraît important, c'est qu'effectivement dans vos territoires, on retrouve une logique. Alors parce qu'aujourd'hui, l'électricité était vraiment basée sur une logique centralisée, alors avec un tarif d'achat porté par l'État. On va dire que la crise énergétique et le prix de l'électricité va complètement déréguler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'innover dans vos territoires, que ce soit avec des communautés d'énergie, avec de photovoltaïque en autoconso collective. Il y a vraiment des nouvelles formes de production et de consommation d'électricité renouvelable. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on souhaite vous accompagner pour que, en gros, ça soit intégré dans votre projet de territoire et que ça soit une force. Qu'effectivement, les projets d'électricité renouvelable que vous allez pouvoir développer dans vos territoires soient des forces. Ces forces pour, effectivement, vos citoyens, des forces pour vos entreprises et qu'effectivement, ça participe au développement durable de vos territoires. Et je vous remercie, effectivement, de l'organisation de ce premier webinaire qui tombe très bien, je trouve, effectivement, dans ce moment et on espère que ça va générer beaucoup de réflexions à l'échelle des territoires et beaucoup de projets. Merci. Pour compléter effectivement ce qui vient d'être dit, une animation territoriale a été mise en place à travers ce dispositif des générateurs hein, pour apporter des conseils neutres, gratuits et indépendants sur le développement de ces filières. Donc que ce soit effectivement du conseil sur un projet en particulier, sur des actions de sensibilisation, sur du partage d'informations, d'expériences, de la diffusion de bonnes pratiques, ou la mise en réseau avec différents acteurs. Donc c'est ce que vous avez après résumé à l'écran. Il y a une répartition territoriale qui est faite entre l'ensemble des trois structures, hein, donc CRER, Sirena et ALEC, qui vient en complément des actions qui sont déjà menées hein, par chacun de ces acteurs sur leur territoire respectif. Et aussi la possibilité de travailler en réseau permet également d'associer finalement les compétences de chacune des structures, puisque chaque structure va avoir aussi ses domaines de spécialité, ses propres compétences. Donc là, le fait de pouvoir mettre en réseau à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine avec une approche à la fois donc territoriale et par niveau de compétences permet voilà, d'avoir en tout cas d'apporter une réponse, des réponses qui soient les plus globales possibles. Voilà, je vais maintenant passer la main à Raphaël Bunales pour l'AREC pour nous apporter un éclairage sur le développement de ces deux filières sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour situer un petit peu sur la première slide, grosso modo, la production d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 40 000 gigawattheures, 42 000 gigawattheures en 2020. Ça représente un peu plus du quart de la consommation d'énergie finale de la région. Cette production, elle est portée aux 2/3 par la production d'énergie renouvelable thermique. Donc, les principales filières, c'est les filières chaufferie biomasse et bois-énergie des particuliers notamment. Mais il y a un peu plus du quart de la production d'ENR qui sont des ENR électriques et qui sont, on va dire, en augmentation. Dans cette production d'ENR électrique, on voit que le solaire photovoltaïque et l'éolien occupent une place majeure parce que ça représente plus de la moitié de la production d'électricité d'origine renouvelable sur la région. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail des chiffres, hein, c'était vraiment pour illustrer ces propos-là. Si on parle maintenant de la filière éolienne sur la slide suivante, ce qu'on voit, c'est que alors l'éolien c'est apparu entre guillemets dans la région en 2004, mais ça a vraiment pris son essor, on va dire au début des années 2010. Actuellement, donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est la 5e région éolienne de France. On a un peu plus de 600 mâts qui sont installés. Donc pour voilà,
voilà, 2700 gigawattheures de produits. La répartition de la production, donc c'est au niveau de la région, c'est 85% dans l'ex-Poitou-Charentes, 15% dans l'ex-Limousin. Il n'y a pas encore de production sur l'ex-Aquitaine, mais on va voir sur la slide d'après en fait qu'il y a des projets voilà, qui sont en train d'arriver. Pour information, si on prend le nombre de mâts et la production totale, on peut dire qu'une éolienne fournit à l'échelle d'une année la consommation d'électricité spécifique, donc toute l'électricité hors chauffage, on va dire, pour résumer brièvement, hors chauffage et eau chaude sanitaire, d'un peu plus de 1200 logements. Donc voilà, on peut fournir en électricité spécifique à peu près 1200 logements avec une éolienne en moyenne sur l'échelle d'une année. Quand on voit l'évolution, on voit que c'est une évolution qui a été quand même assez forte au cours des années 2010 et jusqu'à maintenant. Quand on regarde en fait les projets qui vont arriver, donc ça c'est sur la slide d'après, je disais on a à peu près 600 mâts en fait qui sont installés, il y en a à peu près autant qui sont autorisés, donc qui devraient être installés prochainement, et il y en a à peu près autant qui sont en instruction. Donc on voit que c'est quand même une filière qui est voilà, qui a de la réserve, qui est dynamique. Une question qu'on peut se poser, voilà, c'est sur les délais de mise en service qui sont peut-être un peu allongés en ce moment. Quand on regarde en fait le rythme d'évolution de la filière par rapport aux objectifs qui sont dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires, le SRADET, on voit qu'on est à un rythme inférieur aux objectifs qui étaient initialement prévus, à la trajectoire qui était prévue. Il y a justement ces délais de mise en service en fait qui peuvent jouer, hein, qui peuvent nous permettre de nous rapprocher de la courbe ou pas. Mais on voit que c'est une filière qui est quand même voilà, qui est pas à l'arrêt du tout. Il y a pas mal de projets, alors qui sont toujours sur essentiellement ex-Poitou-Charentes et ex-Limousin, mais on voit qu'il y a des dossiers en instruction qui descendent vers le sud, on va dire, donc qui commencent à arriver en ex-Aquitaine. Voilà sur la partie éolienne. Sur la partie photovoltaïque, maintenant, ce qu'on peut dire, donc pour info, si voilà, vous le savez peut-être, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région française sur la filière photovoltaïque. Donc on est à un peu plus de 3700 MW crête installés maintenant. Les données que je vous présente ici, elles étaient au 30 juin, mais on a mis à jour il y a 2 jours les informations, donc on a les données maintenant à fin septembre. Ce qu'on voit, on a 3700 MW crête installés et 1700, un peu plus de 1700 maintenant en file d'attente. Donc un petit peu même constat que pour l'éolien, on a quand même un dynamisme et une filière qui continue sa croissance. La répartition de la production, là, elle est un petit peu différente parce qu'on a un peu plus des 2/3 de la production qui est en ex-Aquitaine, avec quasiment 50% centralisé sur la Gironde et les Landes, 20% en ex-Poitou-Charentes et puis un peu plus de 10% en ex-Limousin. Voilà. Quand on regarde le rythme d'évolution de la filière photovoltaïque, on voit que là, on se rapproche plus de l'évolution qui était prévue dans le cadre du SRADET. Donc on est sur un rythme d'évolution qui est assez constant et voilà, qui reste globalement conforme aux objectifs. Et alors, pour finir cet état des lieux, un dernier point, en fait, ça c'est une illustration de ce qui se passe en ce moment sur la région. Alors, ce que vous avez ici, en fait, c'est une copie d'écran d'un site qui s'appelle Economics, qui est proposé par RTE et qui propose en quasiment temps réel, en fait, la répartition de la production d'électricité selon les différentes filières, et on peut avoir les données régionales. Le graphique qui est montré ici, ça représente la situation de mardi dernier. Donc voilà, c'était il n'y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, au milieu de la journée, alors on a la chance, ou pas d'ailleurs, mais d'avoir une période assez ensoleillée en ce moment, mais à titre d'illustration, au milieu de la journée, le solaire et l'éolien cumulés produisaient quasiment autant d'électricité que la filière nucléaire. Alors on voit qu'à ce moment-là, en fait, la filière éolienne était plutôt basse.
J'ai regardé les chiffres en fait juste avant de commencer ce webinaire, où là évidemment la filière solaire PV n'est pas encore très développée, mais donc elle est à 5% de la production régionale. L'éolien, lui, a plus de 10%. Voilà, on a un peu plus de production éolienne en ce moment, mais ça montre l'importance de ces filières dans le mix de production. On n'est pas, quand on voit voilà, l'impact du solaire ici, on n'est pas en période hyper estivale et on a quand même une production solaire PV qui est vraiment significative. Merci Raphaël pour ces éléments de présentation. Je vais maintenant effectivement reprendre la main pour parler maintenant des démarches énergie-climat au sens large qui peuvent être mises en place à l'échelle des territoires. Donc on a vu que les objectifs étaient effectivement définis à l'échelon régional à travers le SRADET et se pose donc maintenant la question de comment les décliner à l'échelon intercommunal au regard des spécificités locales que l'on peut retrouver sur chacun des territoires. Donc pour cela, il est effectivement important de mettre en place en tout cas une stratégie locale pour apporter une vision d'ensemble et une certaine cohérence finalement dans le développement des ENR, ce qui a été précisé tout à l'heure en introduction. Et cette stratégie-là, elle peut se matérialiser à travers différents dispositifs et outils. Donc il existe notamment les PCAET, les plans climat qui sont obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et qui couvrent aujourd'hui une large partie, ce que vous voyez sur la carte à droite du territoire néo-aquitain, avec des PCAET soit qui ont déjà été validés ou qui sont en cours de réalisation. Et ces PCAET vont en général définir des objectifs de développement des ENR, toutes ENR confondues, dont le solaire PV et l'éolien, tout en s'articulant avec d'autres outils et documents d'urbanisme, comme peuvent l'être par exemple les SCOT. Donc, je ne rentre pas dans le détail des schémas, mais en tout cas, voilà, pour montrer qu'il y a effectivement cette diversité de démarches. Il y a aussi des démarches, là c'est réglementaire sur la partie PCAET, mais d'autres démarches volontaires qui peuvent être engagées également par les territoires. Je pense notamment aux démarches TEPOS, des démarches volontaires pour viser l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 en produisant au moins la consommation résultante, ou également, ça a été le cas sur plusieurs territoires, de développer des SDE, ce qu'on appelle des schémas directeurs énergie, ou des schémas de développement des énergies renouvelables qui permettent, en complémentarité parfois de plans climat, d'avoir une vraie stratégie de développement des ENR. Donc ces démarches énergie-climat, elles vont en général suivre plusieurs étapes. Donc un diagnostic qui identifie les différents enjeux sur plusieurs thématiques, que ce soit en matière de consommation, production, distribution de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la séquestration carbone, on en a parlé aussi tout à l'heure, la dépense énergétique, la qualité de l'air, la vulnérabilité au changement climatique, ou plus largement les enjeux liés à la préservation du patrimoine, de l'environnement ou des paysages. Donc c'est important en tout cas d'avoir effectivement cette vision globale de ces enjeux pour bien les identifier, car ils sont aussi en interaction les uns les autres avec parfois des injonctions qui peuvent être contradictoires. Donc c'est important de bien les identifier pour derrière effectivement avoir une stratégie au regard de ces enjeux qui puisse effectivement apporter des réponses et suivre en tout cas des objectifs cohérents sur différents sujets, et notamment sur la production d'énergie renouvelable et l'évolution du mix énergétique sur le territoire. Donc toute cette stratégie, après, elle est souvent effectivement mise en place à travers une animation territoriale, donc que ce soit au niveau de la mise en place d'une gouvernance avec comité de pilotage, comité technique, définition, désignation de techniciens et d'élus référents, la mobilisation et la concertation de l'ensemble des acteurs, avec la diffusion de ces éléments de connaissance ou de ces orientations stratégiques établies dans les 2 premières phases. Cette stratégie, ensuite, à la fin, elle permet d'avoir un programme d'action qui, lui, va rentrer effectivement dans le côté un peu plus opérationnel pour venir, en l'occurrence, alors après, c'est plus largement souvent sur d'autres thématiques, comme la rénovation énergétique ou la mobilité, mais en tout cas sur le développement des énergies renouvelables, de pouvoir venir renforcer ou accompagner le développement de ces ENR à travers des animations ou du soutien directement au projet. Et puis, comme toute démarche, de pouvoir aussi avoir un suivi, une évaluation de cette démarche-là à travers un dispositif d'amélioration continue
l'évaluation à travers un certain nombre d'indicateurs, également l'évaluation des trajectoires, comment effectivement les trajectoires en matière de production, ce qu'on a vu tout à l'heure à l'échelle régionale, mais également le décliner à l'échelle territoriale, et puis d'anticiper aussi la réglementation ou les évolutions, on le voit entre les objectifs fixés par exemple dans la loi de transition énergétique en 2015, puis ensuite dans la loi énergie-climat de 2019, donc c'est avec la neutralité carbone, c'est de pouvoir aussi être en veille sur ces évolutions au niveau national ou au niveau régional. Pour illustrer notamment la partie connaissance du territoire, hein, que ce soit sur l'état des lieux ou la définition de la stratégie, il est effectivement, c'est ce que je disais juste avant, important d'avoir différents éléments de connaissance, donc que ce soit en matière d'état des lieux sur les flux énergétiques sur un territoire, c'est l'illustration que vous avez à gauche, hein, quels sont finalement mes besoins au niveau de mon territoire, quelles sont les ressources que j'exploite actuellement, quelle dépendance ai-je par rapport aux autres territoires à l'extérieur, quelle adéquation finalement entre mes besoins et mes ressources, et puis de les croiser avec d'autres enjeux, j'en parlais tout à l'heure, sur les enjeux environnementaux, les enjeux face au changement climatique ou la préservation des stocks de carbone. Et donc cet état des lieux permet ensuite de définir des objectifs, de construire une stratégie pour les atteindre en identifiant notamment les différents gisements disponibles sur le territoire. Donc c'est l'illustration que vous avez en haut à droite, de façon un peu globale sur l'ensemble des filières ENR, là c'est un exemple sur un plan climat, d'identifier quelles sont les filières et les objectifs qu'on se fixe. Ce qui est important aussi de regarder, c'est tout ce qui est connaissance des infrastructures, notamment pour les ENR électriques, hein, puisque effectivement, faut qu'il y ait les capacités, en tout cas, au-delà du gisement, de pouvoir ensuite les raccorder pour en assurer le transport ou la distribution. Donc c'est aussi des éléments qui sont importants à regarder en matière de disponibilité des postes sources. Et puis également, je parlais de dépendance énergétique, d'avoir aussi une réflexion sur les coopérations interterritoriales ou les relations entre territoires ruraux et territoires urbains, puisque effectivement ces différentes typologies de territoires ne vont pas avoir les mêmes problématiques et les mêmes facilités ou possibilités en tout cas d'atteindre soit la neutralité carbone ou en tout cas viser un objectif territoire énergie positive. Donc c'est aussi l'occasion de réfléchir sur ces relations entre territoires ou alors tout simplement sur certaines filières. Le développement de certaines énergies doit être pensé à l'échelle de plusieurs EPCI. Je pense par exemple sur des projets de méthanisation en l'occurrence. Voilà pour ces quelques éléments d'illustration, donc plutôt à une échelle supra-territoriale, en tout cas à l'échelle de l'intercommunalité. Après, quand on rentre effectivement dans le plan d'action ou dans des approches plus opérationnelles à l'échelle infraterritoriale, il y a aussi des dispositions, des éléments qui permettent de mettre en œuvre finalement une planification énergétique plutôt à l'échelle d'un quartier ou d'une zone d'aménagement ou encore du patrimoine de la collectivité. Donc là, vous avez effectivement un exemple sur une commune de Bordeaux Métropole, où là, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail, de se dire, au regard effectivement des surfaces de bâtiments disponibles, quelles sont les surfaces qui sont intéressantes, en s'appuyant sur des outils, je le repréciserai juste après. Là, c'était le cadastre solaire qui permettait effectivement déjà d'identifier quelles étaient les surfaces disponibles et intéressantes. Et donc après, de regarder, d'avoir en tout cas une première vision globale du potentiel. Et après, ça nécessite après de toute façon après un travail un peu de terrain pour ensuite aller plus loin et regarder bâtiment par bâtiment. Si là, en l'occurrence, on regarde le patrimoine communal, de regarder effectivement les possibilités de développement de ces énergies-là. Donc à la fois des exemples voilà, à l'échelle plutôt stratégique de l'intercommunalité et puis des actions plus spécifiques à l'échelle infraterritoriale en matière de planification énergétique. Donc, je le précisais, il existe différents outils. Alors, cette slide ne se veut pas exhaustive, mais en tout cas d'apporter quelques illustrations et quelques éléments sur les outils qui peuvent être soit mis à disposition des collectivités ou développés après sur différents sujets. Vous avez par exemple des cartes de potentiel qui permettent, il y a des études ou donc qui sont réalisées soit au niveau départemental, régional ou national, qui permettent d'apporter des éléments sur les gisements disponibles
pour ensuite avoir une vision soit à l'échelle EPCI ou à l'échelle de projets plus spécifiquement. J'en parlais juste avant du cadastre solaire qui sont effectivement, alors qui peuvent être des outils de sensibilisation à destination du grand public pour inciter au développement de cette énergie, mais également des outils d'aide à la décision pour les collectivités qui peuvent avoir aussi là un moyen d'identifier plus précisément quel est le potentiel sur leur patrimoine, par exemple. Ensuite, il y a également, à travers différents documents, par exemple les documents d'urbanisme comme le PLU, de s'assurer effectivement des possibilités de développement de ces ENR à travers ces documents, puisqu'un projet photovoltaïque doit être compatible avec le PLU. Donc, il faut effectivement que le zonage autorise ces occupations pour pouvoir le développer. Et puis, des guides de bonne pratique ont pu être mis en place, notamment dans plusieurs territoires déjà de Nouvelle-Aquitaine, pour en tout cas faire face un petit peu au développement parfois désordonné que l'on peut avoir et le besoin du coup de définir quelque chose de cohérent, des bonnes pratiques qui permettent aux collectivités d'être associées à l'élaboration des différents projets dans une concertation finalement plutôt avancée, et qu'elles se donnent aussi les moyens de pouvoir évaluer les impacts de ces projets. Donc voilà ces quelques illustrations. Et puis je terminerai pour revenir finalement sur le dispositif des générateurs, hein, qui vise à accompagner les collectivités donc en phase amont des projets, hein, et puis d'apporter des conseils de premier niveau au regard des questions que vous pouvez vous poser sur le développement de ces énergies. Et que ce soit en matière d'information et de conseils plus généraux sur notamment par exemple des montages juridiques possibles, les technologies qui peuvent être mises en place, des conseils sur des outils ou des éléments de connaissance territoriale dont je viens de parler, du conseil au montage de projets, de l'animation de différents événements, de la mise en relation aussi avec d'autres acteurs. C'est aussi effectivement important de pouvoir identifier le plus en amont possible les acteurs qui doivent être concertés pour pouvoir développer ces projets. Et puis des retours d'expérience ou de bonnes pratiques, donc on continuera à apporter, et des ressources, différentes ressources documentaires et réglementaires. Voilà pour cette vision un petit peu générale des démarches, et puis de comment quelques outils peuvent aider à apporter en tout cas des éléments de connaissance pour définir cette stratégie. Je vais maintenant passer la main à Léo Bonamy pour une intervention de l'ADI Nouvelle-Aquitaine sur les retombées économiques liées au développement de ces deux filières. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je vais essayer rapidement en 10 minutes de vous faire un retour d'expérience sur des projets qui sont déjà en fonctionnement, sur les retombées économiques qu'on a pu y observer. Et puis un petit peu se projeter dans un second temps vers l'avenir et les projets, en tout cas les scénarios qui ont été publiés. Tout d'abord, je souhaitais vous lister un petit peu la typologie de retombées économiques. Donc ça, c'est une frise qui est issue d'une étude publiée par Énergie Partagée et financée par l'ADEME, entre autres. Sur une centaine de projets de profils différents, mais de projets citoyens, on observe dans un premier temps le premier impact en termes de pourcentage, c'est donc tout ce qui est emploi direct et indirect, ainsi que la valeur ajoutée captée par le territoire, ou plutôt par ces entreprises qui fabriquent, installent ou maintiennent des installations. Le deuxième pôle qui n'est pas présent dans tous les projets, hein, c'est vraiment les retombées liées aux revenus, liées aux investissements. C'est-à-dire quand la collectivité en tant que telle, une commune, une interco, ou alors ou des citoyens vont prendre une part au capital de la société de projet, il y a évidemment une retombée financière qui est importante. Ensuite, je ne voulais pas détailler, mais il y a un système fiscal qui permet ce qui est plutôt réglementaire, hein, pour le coup, d'avoir un certain nombre de retombées. Et enfin, il y a la partie loyer, qu'on pourrait appeler loyer, liée à la propriété d'un foncier ou d'un bâti, qui permet d'avoir un revenu mensuel lié à la mise à disposition de son terrain ou de son son bâti, pardon. J'ai rajouté, c'est une typologie un petit peu nouvelle, vu que les factures électriques augmentent
fortement, et comme l'a rappelé Julien, auront une tendance à minima à court moyen terme à augmenter. La notion de, alors je l'ai pas indiqué, mais de contrat d'achat direct d'énergie, ce qu'on appelle les PPA, permettent potentiellement, éventuellement à l'échelle locale, d'alléger les factures des collectivités et ou des habitants. Donc ça, c'est des modèles à creuser. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai pris un cas d'étude du coup sur un projet photovoltaïque qui a été mis en service en 2014 par la société Valorem à Sainte-Hélène dans le Médoc, donc en Gironde, pour vous illustrer un petit peu ce sujet des retombées économiques en termes d'emploi et d'activités de valeur ajoutée créées sur le territoire. Donc, sur les chiffres que nous a fournis Valorem, on est sur ce que nous on appelle un contenu local de 60% sur la partie uniquement investissement lié au projet. Si on rentre dans le détail, en fait, il s'agit de fabrication ou d'assemblage de modules photovoltaïques qui, en l'occurrence, ont été fournis par Fonroche, donc maintenant qui s'appelle Reden Solar à Agen, des structures d'installation de trackers sur lesquels on va poser les modules photovoltaïques qui ont été faits, conçus par Exosun, donc qui maintenant s'appelle Ampex, donc ArcelorMittal, une filiale d'ArcelorMittal qui a son siège à Martillac. Électromontage sur la partie installation, etc. Enfin, je vous le liste pas, mais voilà, tout ça pour vous illustrer le fait que, et c'est d'ailleurs la slide d'après, je crois, qu'on a non, c'est pas celle-ci, c'est pas grave. Mais pour vous illustrer le fait qu'il y a une réalité économique tout de même si on parle de filière mondialisée sur le photovoltaïque, il y a une réelle réalité économique sur ces activités de fabrication, d'installation, de maintenance. La slide suivante, c'est celle qui vous illustre, donc toujours sur la base de l'étude que je citais tout à l'heure d'énergie partagée, qui permet d'avoir une vision moyennée synthétique sur cette centaine de projets étudiés et sur trois typologies de projets. Le PV en toiture, qui est très différent en termes de rentabilité économique que le PV au sol, et sur des projets éoliens. Donc, je ne vous commande pas les chiffres, hein, je vous laisse les regarder. De toute façon, je crois que les diapos seront dispo, au moins le replay de l'événement. Donc, ça vous donne une idée annuelle en termes d'euros par mégawatt installé et en termes d'équivalent temps plein par an par mégawatt. Donc, ça vous permet de vous situer à peu près sur l'ampleur des retombées potentielles. Donc, la diapo suivante, elle est là pour vous. Donc, c'est une autre étude qui a été publiée par le syndicat des énergies renouvelables et Ernst & Young, qui s'intéressait à la contribution des ENR sur l'économie. Donc, la précision, c'est que cette étude, elle parle de toutes les ENR, hein, donc celle qu'a montré sur le graphique Raphaël, donc y compris bois énergie, etc. Donc il y a selon la typologie d'énergie, il y a évidemment des contenus locaux très différents. La moyenne qui est observée dans cette étude, c'est 60%. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est évidemment le photovoltaïque, c'est l'exemple que je prends. L'opinion publique qui est vraie, mais à relativiser, c'est qu'effectivement, c'est une filière mondialisée. Il y a quelques années, on était dans les années 2000 à 30% des panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe, et maintenant on est à 3% du marché mondial. Donc certes, sur ces composants modules, donc le panneau, les onduleurs, donc l'équipement électronique et les structures, on est sur un marché mondialisé. En réalité, ce qu'on observe, c'est que sur le budget global du projet, malgré tout, les retombées économiques sont majoritairement locales et nationales, parce qu'en fait, ces segments de la chaîne de valeur que sont la fabrication des éléments que j'ai cités plus haut, ça pèse très peu très peu, c'est une part minoritaire du budget de la valeur ajoutée qui est créée sur le projet, et ainsi que des emplois. Et donc on va pas y passer beaucoup de temps, mais la diapo suivante, elle illustre pareil sur la base d'un modèle in-numérique ADEME. Là, on s'intéresse pas au contenu local des projets, mais on s'intéresse à la part de chaque segment du projet dans la valeur ajoutée à gauche et dans l'emploi à droite. Et on se rend compte effectivement
que cette part que je citais, donc modules, cellules, onduleurs et structures, ne représente que un peu moins de 10% de la valeur ajoutée du projet. Et donc toutes les autres activités comme l'installation, la maintenance, le raccordement, qui sont a priori sur le papier très peu délocalisables, même si on peut, pour être tout à fait franc, faire venir des travailleurs sur un territoire, que ce soit d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre pour installer les équipements. Malgré tout, ce sont des éléments peu délocalisables, à la fois donc en termes d'emploi et de valeur ajoutée. Ça, c'était pour illustrer donc ce sujet retombé lié à l'emploi et à la valeur ajoutée. La diapo suivante fait un petit zoom sur les retombées fiscales. Donc là, c'est assez facile à trouver en ligne, hein. Il y a même des simulateurs de retombées fiscales sur vos projets en fonction de votre territoire. Là, je vous ai pris un exemple sur l'éolien. C'est une publication de France Énergie Éolienne qui synthétise par an et par taille de projet en fonction de l'EPCI qu'on étudie, donc commune, de la collectivité qu'on étudie, commune, EPCI, département ou région, la quantité de retombées économiques fiscales qui est liée au projet. Voilà. C'était un petit zoom. Je vous laisserai chercher si vous voulez aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne sur ça. La diapo suivante. Alors là, on va faire défiler rapidement les diapos. C'est pour vous illustrer, en fait, je vous parlais de la filière photovoltaïque qui est effectivement mondialisée. Nous, notre travail chez ADI Nouvelle-Aquitaine, agent de développement et innovation, et via notre marque Cluster Energy Stockage, c'est d'animer les acteurs de ces filières et de les aider dans leurs projets de développement et d'innovation. Donc, on a référencé tous ces acteurs. Donc, pour vous dire simplement qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'universités, de labos, de collectivités qui créent des emplois et qui sont actifs sur ces sujets-là. Donc là, ici, on a l'exemple des développeurs de projets que vous devez rencontrer, à mon avis, régulièrement. Mais ensuite, on a aussi une filière sur les diapos suivantes d'acteurs de la production. Alors, si on peut aller sur la suivante, on va se rendre compte de ce qu'ils fabriquent. Donc là, on parle de panneaux solaires, de panneaux photochromatiques, de tuiles solaires, de routes solaires, etc., de candélabres solaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont fabriquées à minima, assemblées, hein. Évidemment, la cellule n'est pas fabriquée en Nouvelle-Aquitaine, mais l'assemblage de l'équipement est fait chez nous. Voilà, donc sur les diapos suivantes, on va se rendre compte que sur la partie structure d'installation plutôt métallique, on a aussi quelques acteurs. Et je vous ai mis des images sur la diapo suivante aussi pour s'en rendre compte. Voilà, des ombrières, des structures au sol, des structures flottantes maintenant. Hein, c'est des projets qui arrivent aussi. Donc je vous laisse défiler maintenant les diapos. Voilà, il y a des équipements sur le stockage, sur le pilotage. Je vous laisse défiler encore. Vous pouvez y aller, parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Mais voilà, un certain nombre d'équipements. Et si peut-être un focus sur ça, qui répond peut-être à une préoccupation, au moins une de vos questions sur la dynamique environnementale de la filière, à noter que depuis le mois dernier a été inaugurée une usine de recyclage des modules photovoltaïques opérée par Envie 2E via un contrat avec l'éco-organisme Soren. Et donc là, c'est pareil, si vous voulez plus de détails, on peut vous en fournir, mais l'enjeu est donc la collecte est bien réalisée en France, ça, il n'y a pas de souci. L'enjeu est de pouvoir bien valoriser les différents matériaux, que ce soit le verre, le silicium, l'argent, en tout cas certains métaux qui sont présents dans les modules photovoltaïques, et leur trouver des filières aval de valorisation intéressantes. Et c'est bien ce que fait cette usine-là. Voilà. Juste un dernier point sur les prospectives. Donc c'est les diapos suivantes. Pardon, là c'est la chaîne de valeur de l'éolien, mais on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, je voulais vous parler de deux horizons, l'horizon 2028 et tout à l'heure on regardera l'horizon 2050. Toujours l'étude publiée par le CER. Cette étude table en fait sur une valeur ajoutée générée en Nouvelle-Aquitaine de 2,9 milliards d'euros en 2028. Donc 2028, pourquoi? Parce que c'est la trajectoire de la PPE nationale qui a été publiée avec un certain volume d'éolien, de solaire, etc. Et en termes d'emploi, c'est la diapo suivante. On table sur 4,9 emplois
pour 1000 habitants en 2028. Donc là, une fois de plus, je le précise, hein, c'est pas uniquement solaire photovoltaïque, hein, c'est toutes les énergies renouvelables. Donc ça permet, ce chiffre-là, il est intéressant pour une petite collectivité. Le chiffre de 1000 habitants, ça permet de se positionner, de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, diapo suivante s'il vous plaît. Il y a un certain nombre de scénarios nationaux qui ont été publiés récemment, qui tablent tous sur une électrification des usages. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le scénario RTE, tout simplement parce que ce scénario, en fait, c'est 6 scénarios différents avec plus ou moins de renouvelables, plus ou moins de nucléaire. Donc là, on a uniquement sur le sujet de l'éolien, on s'aperçoit qu'en Nouvelle-Aquitaine, en fonction du choix éventuellement politique qui sera fait de mettre plus ou moins de nucléaire ou plus ou moins de renouvelables, on doit nécessairement, pour avoir cet objectif zéro carbone en 2050, multiplier par 4 ou 7 par rapport à aujourd'hui la capacité éolienne déjà installée. Voilà, ça donne des ordres de grandeur pour savoir à quel point notre territoire, quand on est une collectivité, peut se sentir impacté ou pas. Et je vous ai fait la diapo suivante, et ce sera la dernière, je crois, le même rapport sur le photovoltaïque, qui, on l'a dit, hein, déjà bien dense en Nouvelle-Aquitaine, enfin, en tout cas la première région photovoltaïque en France. Et donc là, le ratio est plutôt, pour donc toujours atteindre cette neutralité carbone en 2050, serait de multiplier de 3 à 9 en fonction du scénario nucléaire, beaucoup de nucléaire ou pas, beaucoup de renouvelables ou pas, par rapport à la capacité photovoltaïque déjà installée aujourd'hui. Du coup, je me suis occupé de récupérer les informations, les questions que vous avez mis dans le chat. Je trouve peut-être qu'on alterne un petit peu les questions du chat et après des questions peut-être en direct, du coup, comme proposait Ti. Donc, pour avoir résumé un peu ces questions, j'ai dû filtrer par rapport aux thématiques d'aujourd'hui qui vont être abordées dans ce webinaire-là. Mais je me permets de poser une question qui a été plusieurs fois commentée et soulevée à nouveau dans le chat, en parlant un petit peu des réductions de consommation. C'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler, en tout cas pas au niveau opérationnel en Nouvelle-Aquitaine par exemple. Et donc, il y a eu plusieurs commentaires, savoir où est-ce qu'on en était sur des mesures de réduction de consommation d'énergie. Alors, Romain, si tu veux, je veux bien répondre en partie à cette question. Alors, il faut bien avoir en tête, en fait, que le but, je pense, de la journée d'aujourd'hui, c'est de parler du développement des ENR. On va pas. L'idée, c'est pas de développer les ENR ou de réduire les consommations. On va avoir besoin des deux, hein. Clairement. On a des objectifs de réduction des consommations d'énergie. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, les consommations d'énergie ont diminué sur la décennie 2010 d'à peu près, je crois, 5 ou 6%. C'est bien, mais c'est pas un rythme suffisant, on va dire, pour atteindre les objectifs qui sont prévus ou les points de passage, on va dire, 2030 et 2050. On a eu en 2020 l'événement Covid et un climat assez doux en fait, qui ont permis de rattraper entre guillemets un petit peu le retard, mais ça a été vraiment conjoncturel. L'idée derrière, c'est évidemment d'arriver à avoir de la sobriété énergétique d'un côté, un développement des ENR de l'autre. Il faut bien avoir en tête que plus on arrivera à baisser les consommations d'énergie, moins on aura besoin d'augmenter les productions d'énergie renouvelable. Les objectifs que j'ai indiqués tout à l'heure dans le cadre du SRADET, c'était si les consommations d'énergie baissent au rythme attendu. On peut espérer que ça va être le cas et qu'on va accélérer les choses en matière de sobriété. Mais on ne pourra pas de toute façon s'affranchir d'une augmentation de la production de l'énergie significative. Si c'est possible ou pas. Là, c'est peut-être bloqué. Voilà, je ne rentre pas forcément plus dans le détail, à moins qu'il y ait peut-être des questions complémentaires. Mais Oui, ça va être l'objet d'autres webinaires d'ailleurs à ce sujet. Je prends peut-être une deuxième question dans le chat. Une question qui est un peu plus centrée sur le bois énergie. On se demandait pourquoi cette production d'énergie renouvelable est si bas en Nouvelle-Aquitaine.
C'est quelque chose. Alors, je vais me permettre du coup peut-être de reprendre la main, mais enfin, je ne sais pas si quelqu'un voudra compléter. Alors, en l'occurrence, je ne comprends pas forcément trop la question, dans le sens où le bois énergie, c'est quasiment ex aequo avec les chaufferies biomasse, la biomasse thermique plus industrielle. C'est quasiment la première filière de production d'ENR en Nouvelle-Aquitaine. Je disais tout à l'heure, on est un peu plus de 40 000 gigawattheures d'énergie renouvelable sur la région. Il y en a à peu près 10 000 qui sont dus au bois énergie. Il y en a 12 000 à peu près qui sont dus à la biomasse thermique, on va dire, donc tout ce qui est chaufferie industrielle ou chaufferie biomasse. Donc le bois énergie, c'est une filière qui est au contraire qui est assez poussée, on va dire, qui est vraiment significative sur la région. Voilà, je laisse peut-être d'autres compléter si besoin. Je peux me permettre d'intervenir? Oui, je ne sais pas. Oui, je veux juste, donc Eric Aufort, donc par rapport à la question du bois énergie, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre quand même. Le bois énergie, il est essentiellement adapté aujourd'hui à la production de chaleur. Là, aujourd'hui, dans le webinaire d'aujourd'hui, on parle d'électricité. Alors, le bois énergie, effectivement, on peut avoir des centrales de cogénération. Il y en a en Nouvelle-Aquitaine, par exemple chez Smurfit à Biganos, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais ça l'intérêt économique n'est que si on a en même temps une très grosse valorisation de chaleur et une valorisation optimale d'électricité. Donc, le nombre d'installations de production d'énergie électrique par le bois énergie est limité par le fait qu'on doit les installer uniquement et exclusivement là où on a de grosses consommations de chaleur et les sites sont rares. Donc, de toute façon, on a besoin d'autres productions d'électricité telles que l'éolien et le photovoltaïque. Ça me paraît important, vraiment important de le préciser. Sur la question d'avant, qui était posée sur la réduction des consommations d'énergie, auquel a répondu Raphaël, je le compléterai juste par un élément. Aujourd'hui, tous les scénarios qu'on vous présente sont faits sur la base de réductions plus ou moins importantes de consommation d'énergie. L'ADEME a réalisé 4 scénarios pour 2050. Il y en a un de ces 4 scénarios, donc avec objectif neutralité carbone, qui est fait sur une réduction très drastique de nos consommations, avec une limitation forte des déplacements, des consommations dans le bâtiment. Et on voit que même sur ce scénario où on est vraiment sur une réduction drastique, il nous faudra, en plus d'un maintien, et je réponds à une autre question qui était posée, du parc nucléaire en partie, il nous faudra des installations photovoltaïques et éoliennes en plus que ce qu'on a aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on convertit une partie de la production thermique vers l'électrique, et donc du tout, on a besoin d'électricité. Donc tous les scénarios montrent qu'il y a à la fois efficacité énergétique, besoin de cette efficacité énergétique, et qu'il faut la faire, et tous les scénarios la prennent en compte. Et là, il y a un gros boulot à faire, puisque comme le disait Raphaël, on ne va pas très vite. Merci. Et je me permets de rebondir du coup sur cette question, parce que on avait dans le chat une autre question sur le côté décentralisation. Pourquoi est-ce que le développement de la production électrique via le nucléaire serait une mauvaise chose en centralisé? Alors qu'apparemment, d'après cet interlocuteur, ce serait un mode de production qui serait plus vertueux en temps d'émissions de CO2. Pourquoi vouloir cette décentralisation de la production d'énergie? La plupart des scénarios européens qui sont faits aujourd'hui, dont ceux de RTE, de l'ADEME, mais aussi des scénarios européens, nous montrent que dans le cadre de la neutralité carbone, on a besoin globalement, notamment en France, des deux. Plus ou moins, mais on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que l'énergie nucléaire est encore très adaptée à des productions grosso modo constantes. Il est assez difficile de faire descendre rapidement la puissance produite et les quantités d'énergie produites. Donc concrètement, on a une énergie qui a, on le dit aujourd'hui, une certaine vertu au niveau effet de serre, on est d'accord là-dessus par rapport au thermique en tout cas, mais en tout cas qui n'a pas encore l'adaptabilité suffisante. Et donc du coup, on est forcé sur le réseau, n'oublions pas qu'on ne peut pas stocker l'énergie non plus, d'avoir des énergies d'appoint de façon significative, parce qu'on a des appels de puissance significatifs, notamment dans le cadre de la future électrification, qui sont basés sur des énergies qui concrètement peuvent s'adapter. Et donc, ce sont les énergies locales à l'échelle européenne, hein, puisque ce qu'on raconte ici, qu'il faut les décentraliser, on le raconte en Espagne, en Allemagne, etc., partout. Parce qu'on a besoin de points d'appui, si vous voulez, globalement, même sur le réseau européen, qui soit capable de se déclencher rapidement et d'assurer justement cette variabilité du réseau, voire même une partie constante aussi en plus du nucléaire, puisque certains pays sont totalement opposés ou n'ont pas la maturité technologique pour ce faire.
Et c'est bien ces éoliennes, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on parle de décentraliser aujourd'hui est utile à l'ensemble de l'Europe, hein. Et le décentraliser de partout est utile, parce que quand il y a du soleil quelque part, il n'y en a pas forcément, il peut y avoir des appels de puissance quelque part où il n'y en a pas, par exemple en Allemagne. Et à ce moment-là, c'est bien notre nucléaire et notre photovoltaïque qui contribuent aussi à l'équilibre du réseau européen. Donc tout ça, il ne faut pas opposer complètement le décentralisé et le centralisé. L'ensemble est relié par un réseau qui est plutôt très efficace au niveau européen, qui a besoin d'énergie plus ou moins fluctuante pour pouvoir fonctionner correctement. Voilà. Parce qu'il faut bien voir qu'on se sépare des installations thermiques classiques, thermiques hors nucléaire, à partir de gaz ou de pétrole ou même de charbon. Donc voilà, donc on a cette variabilité à retrouver et on a un équilibre à avoir sur l'ensemble du réseau. Merci pour la réponse à ces questions. Il est déjà 11 heures passées. Est-ce que tu penses qu'on peut se permettre une dernière question en direct de quelqu'un ou est-ce qu'on passe à la conclusion? Je vois qu'il y a une main levée d'Isabelle Taris depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle va peut-être poser une question. Je ne sais pas si elle a eu ses réponses, donc je lui laisse la parole si elle veut bien. Oui, bonjour. Ça concerne la démarche en fait d'implantation en territoire. Sur cette question-là, bon, en tant qu'élu, je vois toutes les sources d'informations. Donc j'ai une question, est-ce que vraiment les élus territoriaux en mairie ont connaissance de toutes ces sources et les maîtrisent-ils? Et comment expliquez-vous le ralentissement, on dit toujours qu'il faut aller plus vite, qu'on a un horizon 2030 à atteindre, qu'on est déjà très en retard. Donc comment expliquez-vous ce ralentissement? Et puis voilà, moi j'ai une question un peu particulière. Je suis nouvelle élue au conseil régional. Voilà, j'aimerais savoir d'un point de vue opérationnel ce que vous préconisez pour qu'on arrive à faire ce lien et encourager localement sur les territoires l'implantation de ces nouvelles énergies là, et certainement en amont leur faire connaître et les amener à l'idée que voilà, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, vertueux pour l'avenir. C'est plus une question qui concerne la stratégie à adopter, la plus efficace pour activer ces installations. Créer la culture aussi. Est-ce que quelqu'un va apporter une réponse? Oui, monsieur Fort, allez-y. Je vois que personne ne veut répondre. La question est difficile parce que, comme je vous ai dit au début, on est dans un terrain instable en termes d'acceptabilité, même de connaissances scientifiques sur certains sujets. Donc, effectivement, on avance, on a besoin d'électricité. Mais il y a quand même un gros travail, je pense, qui est fait dans un certain nombre de collectivités. Notamment, vous avez des ressources techniques qui se forment périodiquement, que la région Aquitaine forme, que nous on forme, notamment au travers de réseaux TEPOS, TEPCV, Citergie, donc un certain nombre de chargés de mission qui sont dans les collectivités, qui sont à même de vous amener des éléments de langage, notamment en termes d'acceptabilité, de connaissances scientifiques et techniques. Et je pense qu'il faut utiliser les ressources que vous avez déjà en interne. Parallèlement, je pense qu'on a un travail collectif à faire, effectivement, qui est le travail peut-être de l'État, d'ailleurs, en grande partie. C'est de ne pas faire de bêtises quand il accepte des installations, quand même, parce que pas parce que c'est renouvelable que c'est systématiquement bien, hein, c'est en termes de sol, etc. Et donc, d'avancer prudemment en termes de... mais rapidement en même temps, c'est là qu'est le challenge, hein, en termes d'acceptation des solutions. Mais c'est vrai qu'on est dans un univers instable, mais il y a quand même pas mal de ressources qui en parlent. Je pense quand même que le message de l'électrification et la situation actuelle avec les prix de l'énergie, paradoxalement, peuvent nous contribuer à peut-être accepter plus facilement des ressources locales d'énergie. Et puis aussi, pour accepter des projets, il y avait eu un excellent colloque qui était organisé par la région Aquitaine et je crois Sciences Po, je crois que c'était mardi ou mercredi dernier, enfin cette semaine en tout cas, et où on voyait que le financement participatif, le financement citoyen des opérations, c'est aussi un moyen d'associer les gens à, quelque part, l'élaboration des projets. Donc je pense que là-dessus, on a un outil, hein, au travers de Sirena et puis des générateurs qui sauront en parler, puisque Sirena est un des membres des générateurs, qui permettent peut-être de faciliter l'acceptation des projets, puisque quelque part, le citoyen redevient moteur
du projet. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on accepte collectivement de changer de paradigme. La production d'énergie, on ne la voyait pas jusqu'à aujourd'hui, sauf si on était à côté d'une centrale nucléaire et qu'on avait un peu peur, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faudra accepter de le voir pour en bénéficier. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire comprendre. Le financement citoyen participatif, c'est peut-être un moyen. Voilà. Ouais, pour compléter les propos d'Éric, rapidement, c'est vrai que quand on dialogue nous, avec des territoires, on voit qu'il peut y avoir des oppositions à certaines filières ENR, par exemple. Nous, un des éléments des éléments de réponse qu'on peut essayer d'apporter, c'est premièrement d'essayer de bien faire comprendre le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer réduction des consommations d'énergie et développement des ENR, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de faire les deux. Aussi faire comprendre aux territoires, aux habitants ou aux acteurs du territoire qu'ils doivent jouer avec les caractéristiques de leur territoire. Si, évidemment, s'il y a un gros cours d'eau et qu'il y a déjà une installation de production hydroélectrique, ils vont avoir une prod ENR, entre guillemets, facile et déjà présente. Ce n'est pas le cas partout. Donc, il y a les caractéristiques du territoire et ensuite, derrière, il y a la volonté de pousser certaines filières ou d'autres. On peut choisir de ne pas développer certaines. Voilà. Mais il faut dans ce cas-là accepter d'avoir des efforts supplémentaires sur les autres filières. Voilà, pour compenser le fait de ne pas en pousser certaines. Et ça, c'est vrai que ça demande du dialogue, ça demande, c'est compliqué. Là, voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et qui nécessite en fait à l'ensemble des acteurs de bien comprendre le problème. Merci. Et je compléterai aussi en précisant que, comme vous le disiez, Sirena, du coup, citoyen en réseau pour les énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, est bien sûr à disposition des collectivités pour tout conseil à la création de projets participatifs, et pas forcément en termes de financement, mais aussi en termes d'action et de participation à la gouvernance et à la réalisation des projets. Donc voilà, on est disponible et accessible pour toutes les collectivités de Nouvelle-Aquitaine. Et je rajoute aussi un petit mot en parlant des retombées économiques locales, des retombées d'avant pas que économiques en termes d'emploi et notamment l'infographie qui vous a été présentée par l'ADI parlait bien de ces retombées économiques qui sont vraiment, ces retombées qui sont beaucoup plus importantes lorsque le projet est réalisé à la fois par la collectivité, à la fois par les collectifs citoyens, avec une notion, ce qu'on appelle le co-développement. Voilà, je pense que on aura l'occasion d'en reparler si vous revenez nous voir au Sirena. Merci. Je vois qu'il y avait une question. Je remarque parce qu'il y a Allez-y. une question à laquelle on n'a pas répondu, qui m'avait interpellé. C'était la question sur, d'ailleurs c'est la notion de pauvre, d'ailleurs m'y fait penser aussi d'une question récente, c'est la question sur pourquoi faire des parcs et ne pas mettre du photovoltaïque sur tous les toits, etc. finalement. Bon, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais ce que je peux dire aujourd'hui, alors en fait c'est une histoire économique, toute l'histoire. C'est à quel prix et à quel coût, quel prix peut-on acheter l'électricité et à quel coût peut-on la produire. Aujourd'hui, compte tenu de l'économie actuelle et du marché de l'énergie et du coût des terrains, c'est moins cher, le coût est moins cher si je produis de l'électricité sur des parcs relativement importants, en tout cas le coût économique. Donc quelque part, coût économique faible égale prix plus faible. Aujourd'hui, le photovoltaïque implanté sur des bâtiments, bon, il a son intérêt économique en autoconsommation, etc. Mais c'est vrai que comparé à un coût tels que sont calculés les coûts aujourd'hui, sans prendre en compte forcément les impacts environnementaux, on est sur des coûts un peu plus chers. Donc quelque part, quelqu'un qui investit va préférer à prix constant investir dans une opération qui a un coût qui donne des coûts pas très importants, comme ça il fera plus d'argent, donc sur des parcs, que sur des multiplications d'installations individuelles ou sur des grandes toitures. C'est la seule explication. Donc l'idée, c'est de savoir à quel prix peut-on acheter l'électricité ou comment fait-on payer le coût environnemental de chacune des solutions. Mais ça, c'est un grand débat. Tout à fait. Enfin, je rejoins ce que tu dis, effectivement, Eric, à la fois sur le prix, effectivement, le prix de l'énergie, puisque tu disais tout à l'heure en introduction sur le fait qu'effectivement, même s'il y a du gisement effectivement en toiture, on doit passer effectivement aussi par cette installation de parcs
de parcs, notamment je pense au solaire photovoltaïque, qui est en tout cas, c'est ce qu'on avait montré, bon, c'était sur le département de la Gironde, mais c'est également le cas sur d'autres départements, qu'on doit passer effectivement par là pour atteindre effectivement les objectifs, et ce, quand bien même on aurait réduit de moitié notre consommation d'énergie. Je vois qu'il y avait aussi une main levée, Monsieur Baron. Je vous propose de prendre la main. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Plusieurs remarques. D'abord, dans les logiques de stratégie, moi je trouve que la bonne échelle est celle de l'intercommunalité. Communauté d'agglo du Bocage-Bressuiret, on est en plein schéma des énergies et des récupérations. Et c'est là où on discute des possibilités de développement de telle ou telle filière où on discute aussi de la qualité, de l'utilité de la qualité des parcs et des projets qui nous sont présentés par des opérateurs privés le plus souvent. Et ça donne lieu à une remarque d'abord, c'est de dire pour avoir de la qualité, eh bien, on a le devoir d'abord de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est important de se le définir en tant qu'élu, aussi bien d'un point de vue quantitatif, ce qui n'est pas le plus simple à imaginer, mais aussi surtout d'un point de vue qualitatif sur les qualités notamment d'impact paysager sur des parcs éoliens. Une fois que j'ai dit ça, je pense tout de suite à la question du mot saturation, qui a été beaucoup utilisé dans la colonne de chat. Le mot saturation, il est très subjectif, et moi je pense qu'il faut parler de saturation de projets mauvais. Si on a des mauvais projets, oui, on est un territoire saturé en éolien, et ça vaut même pour le territoire qui n'a aucune éolienne, quoi. Par contre, on est capable de jouer de la qualité sur les parcs à condition qu'on soit sur une territorialisation des projets. Et ça, c'est un enjeu important de rapprochement des acteurs. Et en cela, les zones de développement éolien qu'on avait autrefois et qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et comment est-ce qu'on peut se réapproprier la chose pour éviter une situation qui est très très désagréable pour les élus, d'être entre des opérateurs privés qui tracent leur route sans nous prévenir et qui font notamment signer les propriétaires avant de parler aux communes. Et ça, je ne comprends pas que ce soit possible pour des membres de la FE qui ont une charte qui leur interdit de faire ça. Et d'autre part, eh bien, il y a aussi des questions de population et d'acceptation auxquelles on est confronté et qui sont plutôt en faveur de moratoires qui ne sont pas possibles à accueillir. Et donc, je repose la question de l'équilibre entre les territoires à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine sur cette carte où, effectivement, on a un nord de Nouvelle-Aquitaine dont je fais partie, où on a une forte présence de parcs éoliens, et puis d'autres territoires qui n'en ont pas. Et quelque part, quand on parle d'équité et de recherche on va dire d'équilibre, alors bien sûr, il y a la question de la ressource, mais je crois que le vent est présent quand même un petit peu partout, surtout à 150 mètres de haut. Eh bien, comment est-ce qu'on est capable d'avancer sur une logique aussi de couverture du territoire d'une façon un peu plus comment dire, moins différenciante entre les uns et les autres, parce qu'il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et dans ces cas-là, c'est jamais très bon. C'est comme disait Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Merci. J'étais en train d'écrire, mais du coup, est-ce qu'après cette dernière intervention, nous pouvons clôturer ce premier webinaire? Est-ce que tout le monde a pu au moins avoir les informations, en tout cas les premières informations qu'il souhaitait? Si ce n'est pas le cas, en tout cas, sur la dernière slide, je vous ai laissé les contacts de vos générateurs en Nouvelle-Aquitaine, donc de la LEC, de CRER et du CIRENA, en sachant que, bien sûr, le replay vous sera transmis avec aussi invitation au deuxième épisode qui se tiendra donc le 18 novembre à 10h, 11h, si tout se passe bien. Romain, je te laisse clôturer. Oui, petit mot de conclusion. Oui, après voilà, je ne vais pas redire ce que tu viens de dire, mais en tout cas, voilà, merci en tout cas pour votre participation et puis les différents échanges. Voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou que vous avez encore, n'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a d'autres webinaires qui vont suivre, notamment un spécifiquement sur chacune des deux filières. Donc c'est aussi l'occasion voilà, de nous apporter ces éléments-là lors des prochaines inscriptions et puis qu'on puisse apporter, effectivement, préparer ces webinaires et vous apporter ces éléments de réponse.
Donc voilà, donc prochain rendez-vous donc le 18 novembre pour ces webinaires, même si après en parallèle de ça, on va continuer à revenir vers les territoires pour leur apporter des éléments sur leur projet ou sur leur démarche. Et je vous remercie encore. Merci encore aux intervenants pour leur présentation. Merci à vous pour votre participation et on vous donne rendez-vous très vite et bonne journée à toutes et tous.